faites de la glycation, vous allez vieillir prématurément. Mais il y a des versions de certains gènes qui sont plus adaptés à l'alimentation qu'on a aujourd'hui. On peut toujours avoir ce recours au surrénal pour produire des œstrogènes. Qu'est-ce qui se passe si nos surrénales, elles sont déjà fatiguées avant l'entrée en ménopause? Nous abordons la ménopause sans tabou avec les surrénales, les bouffées de chaleur, la microbiote et toutes les clés essentielles pour vivre mieux sa ménopause. Et vous allez découvrir tout ça dans la vidéo. Bienvenue Christine, merci d'être avec nous. Bonjour Gwénoline et merci de m'inviter. Dans l'intro, j'ai dit que tu étais naturopathe, mais tu es aussi nutritionniste et micronutritionniste. Ouais, je suis diététicienne en fait. C'est mon titre officiel, voilà, avec des éléments de naturopathie, de micronutrition. Avec des plus. Oui, ben voilà, c'est le parcours d'une vie, hein. Voilà, c'est ça. C'est une passion. Voilà. On commence directement avec la ménopause et le rôle des surrénales. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre la ménopause et la chute d'oestrogènes? Alors de toute façon, à la ménopause et déjà en préménopause, le taux d'œstrogène, il diminue. Voilà, dès l'âge de 40 ans, voilà, une femme, elle est beaucoup moins fertile et ses œstrogènes vont diminuer. Mais ce qu'on ne dit pas suffisamment souvent, c'est que les œstrogènes, ils peuvent aussi être produits par les surrénales. Normalement, les œstrogènes, c'est produit au niveau des ovaires, mais à partir du moment où la fonction ovarienne s'arrête à la ménopause, évidemment, les ovaires ne vont plus produire des œstrogènes. Mais nous avons nos glandes surrénales, qui sont des petites glandes qui sont situées au-dessus des reins, qui produisent ce qu'on appelle des androgènes, la testostérone, et au niveau des surrénales, cette testostérone peut se transformer en œstrogène. D'où l'intérêt de chouchouter ces surrénales autant qu'on peut, puisqu'elles vont prendre le relais. Voilà, les œstrogènes ne vont pas baisser déjà d'un coup, c'est progressif, mais c'est différent d'une femme à l'autre. Ces périodes sont variables d'une femme à l'autre, hein. La ménopause, elle s'installe en 2 ans, en 5 ans, on ne sait pas, ça dépend d'une femme à l'autre. Mais on peut toujours avoir ce recours au surrénal pour produire des œstrogènes. Alors, comment on va faire? Mais déjà, il faut s'arranger pour ne pas être en fatigue chronique, hein, puisque souvent la fatigue chronique nous amène à avoir des surrénales complètement à plat. Et c'est pour ça que, voilà, si on est fatigué déjà à 40 ou à 45 ans, vraiment la vraie fatigue où on ne récupère pas, même après une nuit de sommeil, etc. Très souvent, on peut aller faire des dosages au niveau du cortisol, hein. Il y a des profils de cortisol qu'on peut faire dans certains laboratoires. Si on a des doutes, évidemment, on va pas aller faire des tests comme ça, voilà, chez tout le monde, mais si on a des doutes, on peut aller faire ce profil et voir s'il y a déjà des problèmes de surrénal à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe si nos surrénales, elles sont déjà fatiguées avant l'entrée en ménopause? Bah, disons que c'est mal parti. Parce que du coup, les surrénales ne vont plus prendre le relais des ovaires pour produire les œstrogènes. Donc on va se retrouver très vite avec des taux très bas d'œstrogènes. D'accord. Et on peut éviter tout ce qui est médicaments, tout ce qui est chimique? J'ai envie de dire oui et non, ça va dépendre. On n'est pas toutes faites de la même façon, nous les femmes. Alors moi, je n'ai pas eu de traitement hormonal de substitution. Voilà, j'en ai pas eu besoin. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être des facteurs génétiques. On n'en sait trop rien. Mais il y a des femmes qui vont en avoir besoin parce que les symptômes vont être tellement handicapants qu'on peut leur proposer un traitement hormonal de substitution, parce qu'on sait très bien qu'à la ménopause, s'il y a des chutes brutales d'œstrogènes, il y a un risque important de faire de l'ostéoporose jeune. Donc c'est un petit peu dommage. Et on peut avoir un traitement hormonal de substitution, mais pendant quelques années, et pas pendant 10 ans. Je crois que c'est maximum 5 ans qui est conseillé, à savoir que le jour où on va arrêter ce traitement hormonal, eh bien, les symptômes vont être là. Donc, Oui. si on peut le retarder, c'est toujours bien. Donc, il faut mettre en place toutes les mesures qu'on peut mettre en place. C'est très, très important de faire la prévention parce que tu me dis oui et non. Et quand tu me dis qu'en fait, si on les utilise 5 ans ou après, on en est au même point.
Donc peut-être Oui, trouver directement des solutions naturelles. ouais. Toi, tu en as des solutions naturelles à proposer? Oui, des solutions naturelles, mais c'est déjà de pas attendre parce qu'une femme se dit: «Ben oui, la ménopause, C'est peut-être que loin? chacune oui, c'est loin ou chacune a une vision différente de la ménopause. Moi, j'avais pas forcément une vision négative parce que j'ai vu ma maman qui elle s'en est jamais plaint, mais parfois il y a une appréhension. Donc il Mmh. faut pas attendre d'être dedans et de se dire: «Mince, j'ai tous les symptômes, les bouffées de chaleur, les troubles de mémoire, les troubles de l'humeur, la prise de poids», enfin tout ce qu'on peut avoir au moment de la ménopause et tout ce qu'on s'imagine qu'on peut avoir. Oui, aussi Et notre imaginaire peut créer notre futur, faut pas voilà, l'oublier. peut-être, oui. Et les régimes restrictifs, parce que justement, beaucoup de femmes veulent être, parfaites, voilà, c'est ce qu'on nous renvoie. Donc on a tendance à faire des régimes restrictifs et quels sont les risques invisibles ou les dangers méconnus, notamment des régimes hypocaloriques? Les régimes hypocaloriques, c'est très dangereux et pas que pour la ménopause. C'est dangereux tout le temps, parce que qui dit hypocalorique, ça veut dire qu'on n'a plus assez de calories. Une femme, elle a besoin d'environ 2000 calories. C'est des choses qui ont été calculées. Maintenant, encore une fois, nous ne sommes pas toutes pareilles. Il y a des femmes qui auront besoin de moins, et il y a des femmes qui auront besoin d'un peu plus. Voilà, c'est une moyenne, on va dire 2000 calories. Et je crois que les recommandations officielles aujourd'hui, on est plutôt à 2100 calories par Mmh. jour. Donc ça veut dire que si on est en dessous, non seulement on a moins de calories, mais on va avoir aussi beaucoup moins de nutriments. Et le corps, il a besoin d'un minimum de nutriments, que ce soit des vitamines, des minéraux, etc. Mais si on baisse l'apport calorique, on baisse tout. Et c'est ça Après qui peut être dangereux. après ce qui est important pour que le métabolisme fonctionne bien, évidemment, c'est important de manger suffisamment, mais il faut bouger aussi. Parce que si on mange suffisamment sans faire bouger le corps, il y a un déséquilibre quelque part. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, la définition de la nutrition, pour moi, le mot nutrition, c'est l'assiette et l'activité physique combinée. Parce que l'activité physique va amener justement ce flux dans l'organisme pour permettre aux nutriments d'être acheminés, ça va faire fonctionner le cœur, etc. Mmh. La sédentarité, c'est pas quelque chose de physiologique, hein. Nos ancêtres, ils bougeaient et déjà ils devaient chercher leur nourriture, etc. Donc on est conçu pour bouger. On a des membres, on a des muscles et justement aujourd'hui, on le sait, le muscle est une cible thérapeutique. Oui. Hein, les Américains du Nord sont très au fait de tout ça et quand on voit leurs recommandations nutritionnelles, notamment en termes de protéines, moi c'est des choses que je n'ose même pas proposer Mmh. parce que c'est énorme parce que le muscle est voilà, c'est une cible thérapeutique et quand il est bien développé, il va minimiser les risques d'inflammation, de prise de poids, d'insuline résistance. Enfin, c'est tout le métabolisme qui est. Fractures et qui ont suffisamment de muscles, ils ne cassent pas leurs os. Voilà, tout à Qui fait. ont peu de muscles peuvent casser leurs os. Sans compter qu'avec l'âge, on peut se tasser et le dos peut s'arrondir comme ça et normalement, on est censé tenir notre corps et Tout à donc fait. c'est intéressant de muscler tout son corps pour aussi muscler le dos pour pouvoir continuer de se tenir droit et de porter son corps. Tout à fait. Il faut pas attendre 50 ans, 55, voire plus tard pour la ménopause. C'est avant, mais c'est toute l'hygiène de vie qui, normalement, c'est tout au long de la vie qu'il faudrait maintenir une bonne hygiène de vie. Mais nous pouvons commencer maintenant aussi. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent commencer à 45 ans, 50 ans, à se reprendre en main, à faire du sport. En C'est fait jamais trop tard. C'est exactement. jamais trop tard, hein. Même pour faire de la musculation, on Mmh. peut très bien commencer à faire de la musculation à 60 ans, même plus. On n'aura pas les mêmes performances qu'à 30 ans, mais au moins on fabriquera du muscle. Encore une fois, c'est une cible thérapeutique, hein. On observe beaucoup de carences sur les protéines animales ou les bonnes graisses dans les régimes aussi. Tout à fait, parce que de toute façon, quand on vise l'hypocalorique dans l'espoir de pas prendre de poids, voire de perdre du poids, en général, on va éliminer les produits animaux parce qu'ils sont gras.
Mmh. Les viandes, c'est gras, le fromage, c'est gras, enfin, les œufs, c'est gras, il y a du cholestérol, donc c'est encore dans notre imaginaire tout ça, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est faux, toutes les études le montrent, mais en attendant, on est quand même encore dans cette dynamique-là de dire attention, le gras, c'est pas bon, ça va boucher les artères, on va augmenter notre masse graisseuse, etc., alors que c'est complètement faux. On dit souvent de manger de tout en petite quantité et c'est très cohérent finalement. Ben, plus l'alimentation va être variée, l'homme est un omnivore. Donc plus l'alimentation est variée, donc moins on a de risques de carence, et en plus on va aller nourrir notre flore intestinale. Parce que ça on en parlera peut-être Ah oui, après. ça, c'est ça. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer, ce que sont les lectines et enfin tous les facteurs, antinutritionnels qui sont présents dans certains végétaux et du coup leur impact sur les hormones? Disons que c'est un petit peu le danger aujourd'hui des régimes végétariens, enfin encore que le végétarisme comprend les laitages et les œufs. Voilà, on n'exclut pas totalement les produits d'origine animale, mais dans le végétalisme, le véganisme, il y a plus de produits animaux, et là, il nous manque vraiment des choses. Donc, forcément, ce sont des personnes qui vont consommer que des végétaux, et dans les végétaux, ben, il y a des facteurs antinutritionnels. C'est des substances que la plante élabore pour sa protection. Donc c'est des Voilà. poisons pour nous, certains? Oui, ce sont des poisons. Ce sont des poisons. La plante a développé ces poisons pour se protéger des prédateurs. On connaît l'histoire des acacias et des girafes. Les acacias qui ont développé, je ne sais plus quelle substance, pour éviter que les girafes ne viennent les consommer. Mais donc tous les végétaux ont des facteurs antinutritionnels. Alors il y a moyen de pallier un petit peu à ça, de diminuer leur impact avec. Mais là, il faut bien choisir les aliments. Il y a des aliments, par exemple les tomates, il vaut mieux les cuire que de les manger crus. Il y aura moins de lectines agressives. Les tomates font partie de la famille des solanacées. D'ailleurs, c'est une famille de produits végétaux qu'il faut éliminer en cas de maladie inflammatoire. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus manger de végétaux. Les végétaux sont nécessaires pour avoir les bonnes fibres prébiotiques, mais d'avoir une alimentation exclusivement végétale, avec des aliments qui, finalement, comportent des facteurs antinutritionnels. Donc ça peut être difficulté, par exemple, de digérer certaines protéines, etc. Quand on parle de l'acide phytique, il y en a dans toutes les céréales, dans tous les légumes secs. Donc c'est la réserve de phosphore de la plante. Donc on dit acide phytique ou phytate, ça dépend. Mais si on consomme les végétaux avec cet acide phytique, dans notre tube digestif, cet acide phytique va emprisonner tous les minéraux. Donc on a beau dire, par exemple, une céréale complète, ah oui, consommer des céréales complètes, ok, donc il va y avoir du magnésium, du zinc, il y a plein de choses dans les céréales complètes, mais à cause de l'acide phytique, ces éléments vont pas être assimilés, ils vont être emprisonnés. Donc c'est pour ça que les céréales ou les légumineuses, il faut absolument les faire tremper, voire germer. Le pain, il faudra mieux le consommer au levain, puisque la fermentation au levain est une fermentation très longue qui va justement développer des enzymes qu'on appelle des phytases, et les phytases vont aller désamorcer les phytates ou l'acide phytique. Mais alors comment ils font les végétaliens? Parce que c'est quand même une petite partie de la population. Comment ils font pour rester en santé? Alors, donc, je parle bien des végétaliens, non pas du tout de produits animaux, comme les véganes, voilà. Alors, là non plus, je n'ai pas la vérité absolue. Moi, si quelqu'un est végane depuis 15 ans, qui me dit: «Mais tout va bien, je suis en super forme», il a fait un bilan de différents, enfin, un bilan sanguin, voilà, pour faire un bilan nutritionnel, et tout est OK, je m'incline. Mmh. Et aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul pour moi. Et peut-être qu'ils prennent des compléments alimentaires, parce que normalement, il y a des compléments alimentaires qui sont à prendre obligatoirement en cas de véganisme, puisqu'il n'y a pas de vitamine B12, enfin, très souvent on manque de zinc, enfin, il y a plein de choses qui peuvent manquer, comme la L-carnitine, tout des choses qui sont essentielles pour métaboliser tous les nutriments. Mmh. On parle, tu me dis L-carnitine, on parle beaucoup de créatine pour la ménopause. Mais ça, De c'est par rapport, moi j'utilise pas, c'est plus par rapport à la masse musculaire.
Mmh. La créatine, c'est utilisé par les sportifs. Mais je suis pas spécialisée en nutrition du sportif, mais je sais que c'est C'est prouvé. beaucoup recommandé pour les femmes en ménopause ou en préménopause, hein. Ça circule beaucoup, sur les réseaux en tout cas, ce complément. Oui, oui, voilà. Mais c'est à mon avis, c'est pour maintenir, cette masse musculaire, encore une fois, une cible thérapeutique qui va minimiser les risques de fracture, mais aussi minimiser les risques de développer de l'insulinorésistance. Hein, l'insulinorésistance, c'est pratiquement quelque chose de physiologique avec la ménopause. Qui dit ménopause dit insulinorésistance. Ah, c'est Tout grave ce qui parce va que ouais, oui, ouais. donc tout ce qui va pouvoir, aider à minimiser ce risque d'insulinorésistance, il faut l'utiliser. Et donc toi, tu recommandes quoi? Bah, déjà, comment la personne fonctionne. Alors moi, je demande de contrôler, mais chez tout le monde, hein, pas qu'à la ménopause, mais forcément à la ménopause, il y a des choses qui se passent dans le corps d'une femme plus que dans le corps d'un homme. Voilà, les femmes sont plus sujettes à des variations, mais il faut aller vérifier la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée, voir l'indice de HOMA qui est vraiment le marqueur de l'insulinorésistance et de surveiller, de le faire, 1 fois par an minimum pour Et il y a voir des si petits appareils qui se vendent en pharmacie pour qu'on mesure nous-mêmes oui, notre glycémie. oui, c'est ça, voilà, j'en ai un ici. Voilà, je fais pas de pub, hein, je montre la boîte, de toute Oui. façon, c'est vendu en pharmacie. Donc Tu c'est un peux petit nous capteur expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Parce que même enfin moi j'ai testé pour voir, comment fonctionnait mon insuline parce que qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y a des personnes qui ont des petits accrochons là, des excroissances de peau et ça, c'est typique de quand on a une résistance. quand vous voyez des petites excroissances de peau, c'est intéressant de vérifier votre glycémie. Et Oui, comment ça fonctionne alors? mais ça, c'est un capteur de glucose, en fait, donc qu'on adapte, au niveau du bras, à l'arrière du bras et ça mesure la glycémie en temps réel. Donc vous avez vraiment les courbes de la glycémie et normalement, on ne doit pas faire d'hyperglycémie. Enfin, la glycémie peut monter un petit peu après le repas, mais pas avec des pics, insoupçonnés, hein, parce que on n'a pas de ressenti quand la glycémie monte. On sent rien du tout. Et ça, Donc c'est une clé. C'est une clé pour le vieillissement, mais forcément, à l'âge de la ménopause, voilà, ça va un petit peu en parallèle avec le vieillissement, hein, quoi ah mais qu'on oui, fasse. parce que quand on a, le sucre, l'application qui se colle sur nos muscles, ça accélère le vieillissement. On voit que la peau, elle se relâche, C'est ça. donc c'est Les vraiment rides, c'est de la glycation, hein. mmh, Hein, oui, et c'est donc de la glycation. voilà, c'est Tu ça. peux définir la glycation? Parce que si vous faites de la glycation, vous allez vieillir prématurément. Voilà, Donc c'est ça. La glycation, moi je dis, c'est la caramélisation, de nos structures. Donc on va caraméliser nos articulations, on va caraméliser notre cerveau, on va caraméliser nos vaisseaux sanguins. Donc en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire, contrôler son hémoglobine glyquée. Donc c'est un marqueur de la glycation, c'est le pourcentage d'hémoglobine qui est lié au sucre. Donc plus on a de sucre dans le sang, plus, la glycation va être importante. Mais en fait, l'hémoglobine glyquée, c'est le reflet de toutes les autres protéines qui peuvent se glyquer. Donc au niveau encore une fois, articulation, arthrose, l'arthrose est multifactorielle, mais une des raisons de l'arthrose, c'est justement cette glycation. et ça brûle. En fait, on est en train de brûler de l'intérieur. On se consomme de l'intérieur quand on consomme. Bon, tout ce qui est industriel, tout le monde le sait qu'il ne faut pas en consommer, tout Oui, ce qui est sucre comme ça. Mais les sucres, par exemple, ceux qui sont insulino-résistants ou tu manges une pomme, tu te dis: «C'est un bon geste». oui. Pas pour Mais tout en le vrai, monde. non, c'est sucré, donc faut rajouter des noix ou un petit peu de graisse, quelque chose pour justement pas faire monter l'index glycémique. Il faut au moins faire les frais, au moins une fois, d'acheter un capteur. Le capteur, on le garde 15 jours. Après, on peut faire plusieurs fois, hein. Ça coûte 40 € en pharmacie, donc c'est pas non plus Mmh. un si gros budget que ça. Mais moi, je vais dire aujourd'hui, non, ne consommez pas une pomme comme ça à 16 heures, comme on nous a dit pendant des années que les fruits se consommaient en dehors des repas. C'est pas une, enfin, c'est pas une bonne idée pour tout le monde.
Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut tester, chaque personne doit tester comment son corps réagit. Hein, parce qu'aujourd'hui, avec la génomique, on a beaucoup d'informations sur comment on fonctionne et on fonctionne pas tous de la Est-ce que même tu peux façon. expliquer ce que c'est la génomique? On appelle ça des génotypes. On a plusieurs possibilités pour un gène. Hein, on parle beaucoup aujourd'hui, ce qui est un peu à la mode, c'est le MTHFR, par rapport à la méthylation. Soit vous êtes homozygote avec le mauvais gène homozygote ou le bon gène homozygote, ou bien hétérozygote. On a par exemple le mauvais gène du côté de la maman et le bon gène du côté du papa. Donc déjà à ce niveau-là, on fonctionne pas tous pareil. Et c'est important pour les hormones d'avoir une bonne méthylation. Mmh. Mais on l'a à la naissance. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise version, hein, mais il y a des versions de gènes, de certains gènes, qui sont plus adaptés à l'alimentation qu'on a aujourd'hui que d'autres. Mmh. Donc on parle, enfin, au niveau de l'évolution, on a eu l'âge du paléolithique et après ça on a eu le néolithique. Donc le paléolithique c'est très 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 ancien, alors que le néolithique c'est que 10 000 ans. Enfin c'est beaucoup, mais c'est que. Et aujourd'hui il y a des personnes qui ont des versions plus modernes. Par exemple par rapport au sucre, c'est important. C'est le gène AMI1A, donc c'est qui code pour l'amylase salivaire. Et il y a des personnes qui ont beaucoup de copies du gène et il y a des personnes qui n'en ont pas beaucoup. Il y a un facteur 10, ça va de 2 à 20. Donc celui qui n'a que 2 copies, ben, il ne peut pas manger de la même façon que celui qui a 20 copies. Au niveau Par des exemple, glucides. celui qui a 2 copies, il lui faudra peut-être des enzymes digestives ou des choses comme ça pour l'aider. Mais disons il va avoir une petite marge de manœuvre au niveau des glucides. Il va pas digérer les glucides, non seulement, mais apparemment il y a un impact aussi sur l'insuline, sur comment le corps va gérer le sucre. J'ai 10 copies, donc je suis au milieu. Je suis pas une super Ah brûleuse oui, de toi, sucre. tu as 10 copies. Oui, Tu es au voilà. milieu. Moi, j'en ai 10 parce que j'ai fait le test. Donc j'ai 10 copies, mais je suis moins bien équipée que quelqu'un qui va en avoir 20. Mmh. Et ça Et dépend de la maman et du papa, quoi, de ce qu'on nous a transmis. oui, oui. Mais c'est vraiment c'est très aléatoire, hein, parce que même entre frères et sœurs, on va pas avoir du tout, mais pas du tout les mêmes génotypes. On revient toujours à la même chose, l'importance de se connaître soi-même. On peut pas copier le voisin ou les régimes tendances ou n'importe quoi. Il Non, faut se connaître soi. c'est ça. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui peut-être qu'il y a des. Moi, je ne reconnais pas le véganisme comme une façon de manger santé. Mmh. Mais, encore une fois, je m'incline si je suis face à quelqu'un qui me dit: «Moi, je suis végane depuis 10 ans, 15 ans et tout va bien». C'est OK, on va pas changer un cheval qui gagne. Mmh. Peut-être on n'a pas encore tout découvert, déjà sur la génétique, je crois qu'on va encore découvrir plein de choses et qu'elle a peut-être des circuits, métaboliques que tout le monde n'a pas, pour pouvoir Ah extraire oui! pour pouvoir extraire tous les nutriments des aliments végétaux. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans les façons de manger, ça va du véganisme au carnivorisme. Mmh. Mais si on devient végane par Conviction. philosophie et qu'en fait on a un profil carnivore, à mon avis, ça se passe pas bien, hein. Mmh. Mais est-ce que tu en parles de cette partie-là dans ta formation? Je vais évoquer les différents régimes pour éviter justement, enfin les erreurs qu'on peut faire. Mmh. Et il faut encore une fois, il ne faut pas suivre un. Il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui sur la nutrition, hein, voilà, il y a le carnivorisme, il y a le régime cétogène qui est très à la mode, il y a le régime paléo, enfin il y a plein de choses et ils ont tous des arguments qui tiennent la route et probablement que la personne qui présente ce régime, elle l'a testé pour elle et que c'est quelque chose de miraculeux, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça sera pas miraculeux du tout. Pour avoir testé beaucoup de types de régimes, en fait, moi, celui qui me convient, c'est l'alimentation des 5 éléments. C'est un petit peu de tout en petite quantité avec très peu de glucides. Moi, je vois bien que quand je mange, si je mange du riz à un repas en quantité égale, par exemple, avec des sushis ou n'importe quoi d'autre, j'ai tendance à m'endormir après le repas. Donc, j'ai compris que ça me convenait pas. Alors, j'ai pas fait ces tests que tu as nommés,
mais je m'aperçois que certains produits céréaliers, ça passe pas. Allez, ça va peut-être faire 10-20% de mon alimentation, sinon le reste c'est varié, mais très peu, c'est assez ponctuel. C'est simplement au fur et à mesure des années, j'ai testé tout ce qui est végétarien, vegan, j'ai essayé frugivore, toutes ces choses-là, mais j'ai fait des dégâts énormes sur mon corps. Et maintenant, ça fait au moins 8-9 ans que je suis hyper équilibrée et que j'ai une super énergie. Donc je garde ça. Mais c'est vrai que pour les personnes qui se connaissent pas et qui n'arrivent pas à faire leurs propres tests et qui savent pas ce qui correspond, peut-être ce test des génotypes, c'est ça? Oui, mais même pas. On peut même faire du profilage. De toute façon, il faut que les gens puissent apprendre à s'écouter. Mais de toute façon, c'est le thème de ta formation. Enfin, le thème, c'est la ménopause, mais dedans, ça revient au profilage, c'est en plus profond évidemment de ce qu'on fait sur la Oui, vidéo, mais ça revient à ça. On bien en sûr. parlera à la fin si tu veux. Mais oui, après, c'est justement, il faut bilanter. Mais si tout va bien, mais si on veut anticiper la ménopause, oui, il y a des petits tests à faire pour sans se prendre trop la tête et corriger ce qu'il y a à corriger. Et alors, nous avons aussi les perturbateurs endocriniens. Forcément, tout ce qui est pesticides, ça a un impact sur notre équilibre hormonal. Voilà, bah, bien sûr, la plupart des pesticides sont des perturbateurs endocriniens, donc ils perturbent le fonctionnement de nos hormones. Alors bien sûr, ces perturbateurs endocriniens, ils sont surtout étudiés pour aller au niveau des femmes enceintes, au niveau de la conception, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de stérilité ou des hypofertilités aujourd'hui à cause des perturbateurs endocriniens. Donc ils sont surtout étudiés dans ce cadre-là. Mais bien sûr, ça peut perturber le fonctionnement de l'insuline, le fonctionnement des œstrogènes, parce que la ménopause, on entend toujours parler des œstrogènes, puisque les traitements hormonaux de substitution, on va donner des œstrogènes, mais c'est en dernier recours. Il y a d'autres hormones dont il faut se préoccuper, notamment l'insuline, on l'a vu, mais aussi le cortisol, on l'a évoqué rapidement avec les surrénales, parce que qui dit excès de cortisol à un moment donné, mais qui peut chuter à un autre moment. Hein. C'est toujours, c'est comme le stress. Hein. Voilà, à un moment donné, on est en burn-in avant le burn-out. Et le burn-out, c'est quand on n'a plus de cortisol. Mais l'hormone, on va dire antagoniste du cortisol, c'est la DHEA. Hein, on dit que c'est l'hormone de la jeunesse, etc. Et ça aussi, c'est peut-être un dosage à faire si on a des doutes. Voilà, de voir un petit peu, parce que qui dit baisse de DHEA dit plus de risque de fracture osseuse, dit enfin tous les symptômes de la ménopause. Mais la DHEA, c'est aussi une hormone qui vient des surrénales. Mais en cas d'excès de stress, ben c'est le cortisol qui prend le pas, et il y a beaucoup moins de DHEA. Et pour revenir sur, c'est intéressant, hein. Pour revenir sur la question, quels sont les gestes simples du quotidien pour limiter l'impact de tous ces perturbateurs endocriniens? Je dirais aujourd'hui, c'est manger bio. Je dis pas qu'il y en a plus, hein, parce qu'aujourd'hui, l'environnement est, enfin, on a entendu parler des PFAS. Il y a eu des articles dans la presse, etc. Ils sont partout dans l'environnement. Ils sont dans l'eau. Donc, même si vous avez un potager bio, que vous arrosez avec l'eau du robinet, ben, des PFAS, il y en aura. Hein. Tous ces microplastiques, etc., ils sont partout dans l'environnement. J'entendais l'autre jour, parce qu'on nous dit qu'il faut consommer du sel marin, du sel de Guérande ou de Noirmoutier, enfin peu importe, le sel de l'Atlantique, mais c'est bourré de microplastiques. Oui, et puis c'est emballé dans du plastique et ça reste au soleil. Parce que il y a ce qu'on consomme et il y a les emballages. Oui, mais il y a des microplastiques dans le sel. Parce que les océans, voilà, il y a la pollution. Donc cette pollution, elle est partout aujourd'hui. Donc Ah oui, quand tu veux dire quand c'est broyé, quand le sel est broyé, il y a des microplastiques dedans. oui, oui, parce que les microplastiques, ils se sont désintégrés au fil des années dans les océans, où il y a
il y a des marées de plastique, enfin, on voit bien, il y a plein de déchets, il y a plein de déchets partout et au fur et à mesure des années, ces déchets plastiques se délitèrent complètement et ça devient micro, mais ils sont toujours là, hein. Donc, petit rappel, quand on vient de manger, et qu'on veut mettre notre alimentation, nos restes dans un conservateur, dans une boîte, faut pas le mettre en plastique, faut que ce soit en Voilà, verre. faut utiliser en verre des bocaux qu'on peut récupérer où on vend des petits plats en verre avec des couverts qui sont pas très chers, Mmh. voilà, donc oublier le plastique ou alors Pareil pour saturer les le bouteilles d'eau, plastique, hein. hein. Pour les bouteilles d'eau, les poêles en téflon, utiliser de Voilà, l'inox 1810, voilà, très c'est tout. important. Donc il faut investir dans du bon matériel de cuisine. Mmh. Manger bio, c'est une chose, mais après il faut pas en rajouter avec nos méthodes, de De cuisine. de cuisson. Ouais, tout ce qui est aussi les couteaux en céramique, oubliez. C'est pas du tout recommandé pour nous, on C'est surtout important pour les jeunes femmes, en période de procréation, hein. Ça a énormément d'impact au niveau de la fertilité et au niveau du bon développement du fœtus. On sait aujourd'hui que si le fœtus est exposé à des perturbateurs endocriniens à des moments clés du développement, eh bien, il peut y avoir des pathologies, à l'adolescence ou plus tard. Il y a des liens qui sont vraiment établis. Alors pour la ménopause, ça a moins d'impact, mais si on veut, il faut essayer de faire du moins pire aujourd'hui. Il ne faut pas non plus s'enfermer dans un modèle qui va être contre-productif parce que ça va créer du stress et de la culpabilité si on ne fait pas. Donc il faut essayer de trouver un équilibre à ce niveau-là. Mais une hormone dont on n'a pas encore parlé, c'est la thyroïde, qui risque, enfin souvent, on peut voir des thyroïdites au moment de la ménopause, voilà, ça va durer quelques années, mais ça peut aussi devenir une thyroïdite d'Hashimoto, et là, voilà, ça devient problématique. on n'est pas obligé de la garder tout le temps, ça peut être que ponctuel. Oui, il y a des thyroïdites qui vont disparaître d'elles-mêmes, mais même des thyroïdites d'Hashimoto qui peuvent, au fil des années, voilà, mais c'est la ménopause il y a un chamboulement hormonal et ça peut voilà, créer des Est-ce qu'une personne, parce qu'il y a des personnes qui vivent très bien la ménopause, il y en a d'autres qui la vivent moins bien. Est-ce que la personne qui vit moins bien avec des grosses bouffées de chaleur, avec de la fatigue, des bouleversements d'humeur, tout ça, est-ce que peut-être elle peut résoudre ça rapidement? Est-ce qu'elle peut mieux le vivre avec, par exemple, tes conseils ou d'autres choses naturelles? Ben, moi je crois que oui. Encore une fois, je ne suis pas dans la peau de chacune, hein, parce que c'est multifactoriel. Moi, je dis la ménopause, c'est pas une maladie, hein, c'est un état physiologique qu'on va accompagner comme on peut. Donc, il y a toujours une composante génétique, il y a l'épigénétique, il y a tout ce qu'on appelle l'exposome aujourd'hui, ce à quoi on est exposé pendant notre vie. Voilà, on a eu plein de choses dans notre vie, des événements, etc. Et on reste imprégné de ça. Mais moi, je ne peux pas admettre que si on a un mode de vie équilibré, c'est pas facile aujourd'hui, hein. C'est pas facile parce qu'il y a il y a des femmes qui sont soumises quand même à des gros stress, que ce soit au niveau professionnel. Il y a les enfants, parce qu'aujourd'hui, les femmes ont des enfants plus tard. Avant, on avait les enfants on va dire, entre 20 et 30 ans. Aujourd'hui, c'est pas rare d'avoir des enfants à l'approche de la quarantaine. Donc, voilà, donc tout ça fait partie du quotidien qu'il faut gérer, hein, avec souvent des problèmes parfois relationnels en plus, parfois des divorces, séparations, enfin voilà, donc il faut gérer tout ça. Et ça, c'est des chamboulements hormonaux, notamment au niveau des surrénales qui vont en prendre un coup. Donc il faut essayer de garder un équilibre maximum, et ça, c'est quelque chose qu'il faut après individualiser, mais il y a des bases. Il y a des bases, on sait ce dont le corps a besoin dans les nutriments, donc au niveau de l'assiette qu'on va essayer d'adapter au profil du mangeur et de mode de vie. Après, si on est stressé, on peut très bien aller acquérir une technique de gestion du stress, que ce soit la sophrologie, la cohérence cardiaque.
Il y a des gens qui ont besoin de ça. Peu importe, il faut quelque chose qui convienne à la personne. Il ne faut pas imposer. Le stress, maintenant, on se rend même plus compte qu'on est stressé. On le sait, mais on se dit, bon, ça fait partie de la vie. Et pourtant, ça fait des gros dégâts, parce que ça va amplifier toutes les pathologies, hein, et ça va amplifier les bouffées de chaleur et tout ce qui est lié les problèmes digestifs, hein, parce que souvent, à la ménopause, moi, j'ai des femmes qui me disent ben oui, mais avant, tout allait bien, j'avais pas de problème de digestion. Et là, maintenant, depuis que je suis ménopausée, je digère plus ça, j'ai des ballonnements, j'ai des problèmes de transit. Enfin, c'est plus comme avant. Mais oui, parce que la flore intestinale, elle se modifie à la ménopause, parce qu'il n'y a plus la même imprégnation hormonale. Donc, il faut accompagner ça. Il faut aller voir ce qui manque, peut-être dans l'alimentation, ou ce qui est en trop. Moi, je sais qu'aujourd'hui, avant, voilà, je pouvais manger un dessert sucré sans problème, ça me provoquait rien. Aujourd'hui, un dessert sucré, je le sens. Après, c'est un choix à faire, hein, ou bien on supporte les désagréments, mais on a eu le plaisir de manger le dessert. Mais après, voilà. C'est ça que je voulais te dire par rapport au stress. Quand tu parles de choix à faire, il y a des gens, ils n'ont pas envie de respirer, par exemple la cohérence cardiaque, ils n'ont pas envie de prendre le temps de se balader en nature parce qu'ils ont autre chose à faire, et on peut complètement comprendre, mais c'est un choix. Après, c'est pas évident de donner des recommandations quand on sait que la personne, dans son tempérament, elle n'a pas envie de ralentir, et on vit très très vite, beaucoup plus qu'avant, et on est submergé de plein d'informations que nous devons trier, mais le corps, avec l'âge, il suit beaucoup moins qu'avant. Donc on est censé quand même un peu prendre le temps de vivre, puisqu'on est quand même sur Terre pour expérimenter et vivre, pas d'être tout le temps à fond. C'est des choix. Ouais. C'est des choix. C'est aussi des problèmes qui ne sont pas résolus. Et je pense que si les gens regardent et se posent et vont résoudre des choses qui leur posent problème dans la vie, qui habituellement ne veulent pas regarder, ça peut les aider à diminuer le stress aussi. Oui. Pas mal de femmes aussi qui arrivent en burn-out à l'âge de 55 ans. Parce que il y a des femmes qui disent mais c'est tout en même temps, voilà, le burn-out peut-être avec une pathologie de la thyroïde, et en même temps la ménopause, et puis c'est des gros chamboulements. Donc, il faut se préparer à cette période, oui, avec du bon sens. Adopter une hygiène de vie qui est compatible avec une vie en bonne santé. Même si c'est pas facile, on va essayer d'y aller par petits bouts. Ah, mais c'est intéressant le fait que tu dises que c'est pas facile, parce que c'est pas facile d'avoir une vie où on est en bonne santé puisqu'il faut faire des efforts. Par contre, c'est pas facile d'être constamment malade et que tout se dégringole dans notre corps. Donc, faut choisir lequel endroit pas facile on va choisir. Puisque les deux choix sont difficiles. Autant choisir la bonne santé et faire un petit peu d'effort au quotidien plutôt que de subir la mauvaise santé. Ça peut être une solution. Je te laisse lire ta phrase. Alors, lorsqu'on est en bonne santé, on a des dizaines de vœux. Lorsqu'on est malade, on n'a qu'un seul vœu, celui d'être en bonne santé. Je trouve que ça résume tout. Et bon, il y a des personnes qui me disent « moi, j'ai pas le temps ». Mais je dis, le jour où vous êtes malade, vraiment malade, vous allez passer énormément de temps dans les salles d'attente de médecins, aller passer des examens. Aujourd'hui, c'est un parcours du combattant. Les hôpitaux, les examens, c'est un cauchemar. Et il y a des personnes qui... Pareil. Ça rythme leur vie aujourd'hui. Donc, c'est pas vivre ça. Non. Passer du temps dans les salles d'attente de spécialistes pour passer des examens, enfin, c'est... Voilà, mais c'est une réflexion. Après, il faut maturer tout ça. Oui. Autre chose, les femmes qui vivent une vraie fatigue chronique, elles ont aussi une baisse de libido. Comment elles peuvent faire justement pour certaines femmes, ça pose problème dans le couple, la libido aussi. Ben justement, il faut ralentir, voir un petit peu où on en est au niveau du cortisol et favoriser le DHEA. Encore une fois, c'est cortisol ou DHEA. Il faut les deux, hein. Il faut les deux, mais quand il y a un excès de cortisol, on va avoir trop peu de DHEA, avec toutes les conséquences d'une ménopause mal vécue. Après, toi, tu donnes encore des consultations de toute manière. Oui. Moi, dans la formation, je dégrossis.
hein, parce qu'il faut commencer par dégrossir. Parfois, c'est un vrai chantier pour certaines. Parce qu'on est complètement à côté de la plaque. Voilà, on respecte pas la physiologie, et à savoir qu'on n'a pas toute la même physiologie non plus. J'ai remarqué qu'il y a des personnes, on leur dit de faire quelque chose. Il y en a, ils vont le faire parce qu'ils ont confiance en la personne qui va leur dire. Il y a d'autres personnes, elles ont besoin de comprendre. Et la majorité des gens ont besoin de comprendre pourquoi elles vont faire les choses et quels résultats ça va donner concrètement dans leur corps. Et c'est intéressant de quand même se documenter. Ouais. Ah oui, il faut se documenter. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de choses à notre disposition. Moi, j'ai 67 ans aujourd'hui, donc j'ai pas la chance des femmes de 45 ans. J'ai pas eu Internet à ma disposition très tôt dans ma vie. Aujourd'hui, on a enfin, faut chercher, mais on peut trouver des informations. On n'est plus ignorant. Avant, il y avait que le médecin, hein. Le médecin, il savait tout. Aujourd'hui, on s'aperçoit que oui, il sait beaucoup de choses, mais il sait pas tout. Et qu'il y a pas mal de choses qui regardent la personne elle-même et que le médecin ne va jamais lui dire. Les mitochondries aussi, ça peut influencer notre vitalité, la ménopause. Ben oui, évidemment. De toute façon, quand on vieillit, les mitochondries vieillissent, elles sont moins bien renouvelées. Donc aujourd'hui, on parle de mitogenèse. Donc c'est le renouvellement des mitochondries, la fabrication de nouvelles mitochondries. Et tout ça, on peut stimuler avec l'activité physique. Peut-être pour certaines, ça sera nécessaire de faire ce qu'on appelle dans la grande famille des jeûnes intermittents. Soit on ne mange pas le matin, soit on applique le 5-2, voire le 1-1 pour certaines. Donc un jour on mange gras, un jour on mange maigre. Voilà, mais ne jamais faire des longues périodes de maigre, parce que ça fonctionne pas. Il faut rassurer le corps au moins un jour sur deux. De dire là, je te donne tes 2000 calories, voire plus, mais le lendemain, voilà, tu n'en auras que 500, par exemple. Et tout ça, ça va activer le renouvellement des mitochondries, comme l'activité physique. Le jeûne, c'est connu pour ça. L'idée, c'est de prendre le jeûne qui nous convient. C'est ça. Oui, comme tu expliques. Il y en a qui jeûnent une fois par semaine, une journée par semaine. Il y en a qui jeûnent, ils sautent le matin ou ils ne mangent pas le soir. Ou comme tu expliques, une réduction des calories sur une journée. C'est important de toujours avoir en tête qu'on ne met pas notre corps en restriction. On donne une information et le lendemain, on rassure. C'est pour ça qu'aussi, ce qu'on veut aussi favoriser avec le jeûne ou avec certaines techniques alimentaires, c'est la cétose. C'est pour ça que le régime keto, aujourd'hui, il a beaucoup de succès. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Mais aujourd'hui, même pour la ménopause, si on veut vraiment faire un reset au niveau des hormones comme l'insuline, etc., voilà, c'est un régime, on ne va pas le faire en permanence, mais qui peut vraiment aider ponctuellement. Après, il y a des gens pour qui c'est leur régime de croisière. Mais c'est pas chez tout le monde, hein. Loin de là. Et ça, voilà, c'est là qu'intervient l'individualisation de l'alimentation. Mais tout le monde peut faire des périodes de 15 jours de régime cétogène. Et d'après toi, est-ce qu'il est important de faire un bilan personnalisé après 45 ans ou dès 45 ans? Oui. Même si on n'a pas du tout de problème de santé, déjà aller voir si le statut en vitamines est correct. Surtout les vitamines liposolubles, donc la vitamine D, la vitamine A, la vitamine E, parce que ce sont vraiment des vitamines qui interviennent au niveau de la nutrigénomique. Et si on n'a pas suffisamment de ces vitamines, on n'aura jamais une bonne imprégnation hormonale. Hein, on parle toujours de la thyroïde. Il y a plein de personnes qui ont un bilan thyroïdien parfait et pourtant elles ont tous les symptômes d'une hypothyroïdie. Donc la fatigue, la frilosité, la prise de poids, la peau sèche, les ongles qui cassent, tous les symptômes de l'hypothyroïdie sont là, mais les bilans sont bons. Donc certainement que les hormones ne sont pas actives. Toi, tu les fais, les bilans? Après, il y a des bilans à demander au médecin, parce que moi, je ne peux pas prescrire. Ou alors, les personnes doivent aller directement au laboratoire et payer. Toi, est-ce que tu l'analyses ou c'est seulement le médecin? Alors, le médecin, il va prescrire
la prise de sang et la personne va au laboratoire avec la prescription. Après, c'est un dialogue avec le médecin. Il y a des médecins qui ne veulent pas. Mais non, mais toi, tu les analyses pas, les bilans, pour voir s'il y a des Ah, carences si, en une fois que vitamines? le bilan est fait, je peux l'analyser, mais je ne peux pas le prescrire pour qu'il y ait un remboursement de la Oui, Sécu. C'est ça que ça, je veux c'est dire. Oui, normal. au niveau de la lecture, oui, bien sûr. Oui, parce que moi, je me souviens que tu faisais des bilans il y a déjà 5 ans, donc il n'y a pas de raison que tu en fasses pas maintenant. Ah oui, oui, mais bien sûr, bien sûr. Après, il y a beaucoup de bilans qu'on appelle de biologie fonctionnelle. Donc, on s'intéresse à la fonction. Une lecture, quand on manque de vitamine D, ou de vitamine A, ou bien de zinc, de sélénium, enfin plein de choses. Voilà. C'est quoi la Donc, différence avec le bilan fonctionnel? en fait, on s'intéresse à la fonction de l'organe. Par exemple, pour le foie. Hein, on fait un bilan hépatique avec les enzymes. Tout le monde a déjà vu ça, les transaminases, azatalates. Voilà. Soit c'est élevé, et là, ça veut dire qu'il y a forcément une atteinte au niveau du foie et c'est du médical. Il faut aller voir pourquoi. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un début de cirrhose ou je ne sais pas, c'est du médical. Soit il n'y a rien, ou alors on va voir les gamma-GT qui commencent à monter ou les phosphatases alcalines. Et là, ça veut dire qu'il y a au niveau du fonctionnement. Souvent, c'est le début de ce qu'on appelle la cholestase, la vésicule biliaire qui est paresseuse, etc. On digère plus trop bien, tout est ralenti. Mais pourquoi c'est ralenti? Peut-être qu'il manque de vitamines. Et toutes les vitamines dont j'ai parlé, le zinc, le sélénium, tout ça pour la thyroïde, une hormone thyroïdienne T3 qui est bien active. Voilà, tout ça va être déterminant. Donc D'accord. ça, c'est du fonctionnel. Ok. Non, mais c'est très intéressant c'est très intéressant d'avoir les deux, de toute façon, hein. Ah Et oui, les deux. Moi, en cas de problème digestif, c'est toujours bien que la personne ait vu le médecin, surtout si c'est des problèmes costauds. Le médecin va prescrire une coloscopie, une fibroscopie. Après, il n'y a rien. On se dit, OK, il n'y a pas de gros problème médical, mais il y a probablement du fonctionnel. Très souvent à la ménopause, parce que la thyroïde ralentit, on a des problèmes de transit, des problèmes de ballonnement, parce que ça va plus assez vite. justement, le microbiote, il change à la ménopause. Et quelle fibre on va privilégier, ou peut-être des bonnes bactéries on peut ajouter? Mais aujourd'hui, les probiotiques, c'est vraiment remis en question. C'est pas automatique, c'est comme les antibiotiques, qui en plus on prend n'importe lesquels sans vérifier les souches, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a de tout. Moi, je me suis amusée avec quelques probiotiques de regarder toutes les souches. Et finalement, il y a une souche qui pourrait être intéressante. Et les autres, en fait, n'auraient rien à faire dans la formulation. Et on en rajoute pour dire, mais mon probiotique, il est mieux que l'autre. Ouais, je suis d'accord. J'ai trié beaucoup de probiotiques suite à une conférence avec un médecin spécialisé aussi. Et on s'est aperçu qu'en fait, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient très efficaces sur le marché. Donc, c'est dans certaines occasions. Aujourd'hui, on travaille plus sur les prébiotiques. Donc, les fibres qui vont nourrir les bactéries de l'intestin. Donc, c'est toutes les fibres végétales. Mais il y a certaines personnes qui vont avoir un désordre tellement important que même ces fibres-là, on ne pourra pas les supporter au début. Donc, il faudra d'abord reconstruire la muqueuse, avoir un bon mucus, voilà, avec des choses. Même moi, j'ai dû réapprendre parce qu'on n'a pas la science infuse parce qu'un jour, on a son diplôme de diététique. On apprend des choses, mais on n'apprend pas tout. Et aujourd'hui, on insiste beaucoup sur le fameux mucus, qui est quand même une couche qui protège la barrière intestinale, qui est entre les bactéries et la muqueuse intestinale. Et le mucus, il a besoin de vitamine A, il a besoin de zinc, il a besoin de vitamine D, il a besoin de collagène. Et le collagène, c'est une protéine qu'on ne trouve que dans le milieu animal. C'est tellement vital, le collagène. Mais oui, alors aujourd'hui, il y a plein de compléments, mais moi je dis pour rester dans l'alimentation, il y a le fameux bouillon d'os. Oui, tout à fait. Alors qu'on peut faire soi-même, qui ne coûte rien. Il suffit d'avoir quelques os, des carcasses de poulet, voilà. Ça, franchement,
moi, je suis pour les choses naturelles, mais on me dit il suffit quand tu vois le temps qu'on passe quand même, parce qu'un bouillon d'os, ça prend vraiment du temps à faire si tu le fais correctement. Il faut aller chez le boucher, il faut pas choisir n'importe quel boucher de provenance. Donc, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Donc, la santé, ça prend du temps, mais ça doit être du temps joyeux et où on est content de le faire. Et on est censé quand même vivre et prendre du temps. Des fois, il faut remanier notre vie, nos objectifs de vie, qu'est-ce qu'on veut faire vraiment pour justement se recentrer. Mais ok, qu'est-ce que je fais maintenant dans ma vie par rapport à ma vitalité et tout? C'est pas que la vitalité et l'alimentation qu'on consomme, c'est vraiment une remise en question de notre fonctionnement au quotidien et nos objectifs de vie, je pense. Tout à fait. Et moi, aujourd'hui, je l'achète. Oui. Donc je suis pas parfaite, hein, Ouais. parce que sinon je passerais ma journée dans la cuisine et les journées n'ont que 24 heures, il faut dormir un peu quand même. Ouais. Je passe du temps en cuisine, mais je fais pas que ça. Donc aujourd'hui, on a l'opportunité d'en trouver du très bon sur internet et voilà, j'ai mon collagène. Enfin, c'est pas que du collagène, hein, parce que dans le bouillon d'os, il y a du collagène, mais il y a aussi de l'acide hyaluronique Oui, qui toujours. est Ouais. là pour le mucus. C'est voilà, il y a vraiment les 2. Et voilà, donc c'est des petits trucs comme ça qui peuvent faire la différence. Et au départ, enfin, moi, ma maître à penser en nutrition, c'est Tati Lowers. C'est une dame qui est en Belgique, qui n'est pas thérapeute, mais elle a expérimenté plein de choses en nutrition. Elle a écrit plus de 20 livres en nutrition et elle a une réflexion, on va dire, avec beaucoup de discernement. Parce qu'elle a tout essayé, elle est tombée dans plein de pièges, etc. Je suis enfin, je ne vais pas appeler ça une idéologie parce que c'est que du bon sens. Mmh. Et Et justement, tu parles d'erreurs. Quelles sont les erreurs les plus courantes dans l'automédication, enfin l'autocomplémentation ou avec les plantes, par exemple? Quelles sont les erreurs qu'on peut faire? alors, avec les plantes, déjà au moment de la ménopause, on va pas choisir les mêmes plantes pour tous les cas de figure, parce qu'il y a la période périménopause, préménopause, ménopause. Voilà, on n'est pas de. Les plantes ont des principes actifs. C'est pas parce que c'est naturel que ça peut pas être dangereux ou que ça ne peut pas déséquilibrer. Donc les plantes, faut bien les connaître. Aujourd'hui, on découvre plein de propriétés à des plantes enfin, elles ont des multipropriétés dans des domaines complètement différents, donc faut bien pouvoir les choisir. Et après, quand on se supplémente, moi je n'aime pas du tout les gros complexes où on a tout dedans. Parce que très souvent, il y a pas assez de quelque chose et il y a trop. Ou alors, il faut vraiment pouvoir lire les étiquettes correctement et de se dire oui, celui-là c'est bon. Par exemple, pour les vitamines B, qui sont très importantes aussi, il y a des complexes de vitamine B. Voilà, c'est équilibré, donc ça c'est ok. Mais quand on trouve Les plein de multivitamines, c'est très moyen. Enfin, faut vraiment tomber sur un bon. voilà, c'est ça. Donc il y a tellement de compléments alimentaires. Ouais, Moi, j'ai parfois des personnes qui viennent en consultation avec un petit sac. ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il faut lire toutes des étiquettes. Moi, je connais pas tous les compléments alimentaires, donc moi, je travaille plus avec s'il faut du zinc, on va donner du zinc. S'il faut du Voilà. magnésium, on va donner du magnésium. Voilà. Mais quand on commence à trop mélanger, c'est pas toujours bon. Oui, il faut vérifier et puis il faut vérifier aussi, la composition, c'est-à-dire les excipients, ce qu'ils rajoutent. Ça, c'est vraiment catastrophique, ce qu'ils rajoutent qui n'a rien à voir dans les compléments alimentaires. Mais vraiment, on se demande ce que ça fait là, C'est et au ça. final, il y a très peu de compléments alimentaires, soit beaucoup d'eau, soit beaucoup de trucs bizarres dedans. Donc C'est ça. Mais c'est un peu comme dans les médicaments, hein. Dans les médicaments, il y a le principe actif et puis il y a tout un ensemble d'excipients, mais on peut trouver la même chose au niveau des compléments alimentaires. C'est mmh. un marché énorme aujourd'hui et c'est pas simple de faire le tri. Alors moi, enfin, je fais toujours des formations hein, dans le domaine de la nutrition. On a un éclairage parce que les formations sont données, sont indépendantes de laboratoires. Oui, ça, c'est bien. C'est S'il important. y a des formations qui sont proposées par des laboratoires, ben, c'est sûr il y Mmh. a un biais. Moi, j'aime bien les formations indépendantes et on peut nous citer les laboratoires, bien sûr, parce qu'il faut quand même bien donner des exemples, sinon on passe un temps fou Mmh.
à chercher. Là, on arrive à la fin de la conférence. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ta formation sur la ménopause 2.0 et qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans? Quel est l'intérêt pour une femme? Est-ce que c'est que pour les personnes qui sont ménopausées ou c'est pour toutes les femmes? C'est à partir de quel âge? Moi, je dirais que c'est presque pour toutes les femmes parce que ça permettrait d'anticiper les problèmes liés à la ménopause. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut comprendre. Oui. Donc, je vais quand même donner des bases sur la nutrition, savoir ce que c'est qu'un glucide, un lipide, avec les graisses saturées, monoinsaturées, polyinsaturées, parce qu'on entend plein de choses. C'est aussi pour ne pas se faire avoir après pour sa Alors la consommation. publicité qui nous met des Protéines, parce que scores et le produit de l'année, alors qu'en fait le produit c'est un cauchemar. voilà, il y a tout le marketing qui est derrière certains produits et franchement, il y a pas plus dans celui-là que dans Les un autre. scores A et tout ça, n'écoutez pas ça, hein. C'est pas Non. du tout correct. Non, parce que c'est pas basé sur les bons Mmh. éléments, voilà. Après je vais expliquer la digestion, comme il y a beaucoup de problèmes digestifs qui peuvent démarrer à la ménopause, mais aussi avant. Encore une Avant, fois, il y en a beaucoup aussi avant. fin de la trentaine, on est déjà en périménopause, hein. Le taux d'œstrogène commence déjà à chuter, donc soutenir tout ça. Je rentre vraiment dans le système hormonal, avec les hormones, œstrogène, progestérone, OK, pas des médicaments parce que voilà, moi je peux pas conseiller ça, mais voilà, contrôler ce qui se passe au niveau de l'insuline, ce qui se passe au niveau peut-être du cortisol si c'est le profil de la personne, la thyroïde, comment évaluer une thyroïde qui fonctionne parce que c'est capital, hein. La thyroïde, l'hormone T3, elle dirige tous les métabolismes, les mitochondries dont on a parlé tout à l'heure, elles vont bien fonctionner s'il y a suffisamment d'hormone T3. Donc on a intérêt à voir tout ça. Je parlerai un petit peu des perturbateurs endocriniens et puis tout le côté pratique. Voilà, je parlerai des différents régimes, le mode de vie et après, chacune devra, je vais pas dire picorer, mais s'il y a quelque chose qui parle, ah ben oui, tiens, ça je peux mettre en place. Il faut pas tout faire. De développer une masse musculaire parce que c'est la clé d'avoir une bonne masse musculaire. On va éviter la prise de poids, on va éviter les chutes, on va éviter l'ostéoporose. Voilà, hein, c'est important. Ça sert à rien d'avoir une assiette parfaite si à côté on est assis toute la journée. Et oui, tu dis je vais, donc tu as une partie de la formation qui est enregistrée et que tu Oui, continues d'enregistrer. oui. La formation, elle est à 99 €, mais avec le code Gwen, vous allez obtenir une remise et elle vous revient à 57 €. Donc c'est intéressant pour avoir toutes les bases en nutrition en amont par rapport à la ménopause et quand vous êtes en plein dedans. Et puis tu donnes aussi des lives, donc 3 lives, un par mois, et c'est pour pouvoir répondre aux questions. Et donc toi, tu as envie d'être en lien. Peut-être même, tu me disais que tu voulais faire un groupe Facebook pour être encore plus en lien avec les personnes selon leurs besoins. Voilà, tout à fait. À savoir que je répondrai pas à des cas médicaux, parce que c'est difficile parfois de répondre à certaines questions sans se tromper. Et il y a des personnes que tu as déjà eues par rapport à la ménopause et que tu as réussi à améliorer sans chimie? On ne sait pas, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de traitement hormonal et il y a des personnes que je vois qui sont sous traitement hormonal. Donc moi, j'ai pas la possibilité de dire: «Il faut arrêter le traitement». Mais on sait que si on ne fait rien, le traitement un jour ou l'autre, il va s'arrêter parce qu'on peut pas, sinon il y a des risques quand même de cancer du sein, plus élevés. Donc un jour ou l'autre, le médecin va l'arrêter et au moment où on l'arrête, ben, il faudra quand même être là avec des mesures, hygiéno-diététiques comme on appelle ça. Et donc on a tout intérêt à les mettre en place le plus tôt possible. Mmh. Merci beaucoup Christine, c'était vraiment intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi les amis et n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider une autre personne. Et Christine, un grand merci à toi. Je te remercie. Moi, c'est avec grand plaisir que je partage tout ça. Il y a tellement à dire. C'est vrai que hein, une heure, c'est vite passé. Et il me ferait un plaisir de peaufiner cette formation avec le maximum de conseils, réponses à des questions. Voilà. Merci beaucoup Christine. On vous embrasse très fort les amis et prenez soin de vous.